Bonjour, bonsoir, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. On est ensemble pour 1 heure, il est 20h, vous êtes sur Watch, bienvenue à tous. Plein de choses à vous raconter cette semaine, pas mal d'actu, une keynote un peu spéciale qui approche, ce sera la semaine prochaine. On va évidemment vous en parler. Je m'aperçois que je suis flou, alors je vais vous faire un truc en direct. Je vais faire un petit coup de mise au point. Est-ce que j'arrive à faire une mise au point en direct ? Est-ce que je suis moins flou? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon, on va arranger ça. J'ai le temps de vous dire que je suis accompagné de visages que vous connaissez. On est dans iWeek et ils sont là. Ils sont très corporate ce soir. Eh oui. Même Jean-Christophe. Voilà, je suis le mauvais élève. Voilà, de la classe, puisque je n'ai pas mon polo Watch, voilà, il fallait bien qu'il y en ait un qui manque à l'appel, c'est pas grave. Salut les amis, très heureux de vous retrouver. Et je vais faire un petit tour de France, c'est toujours un plaisir. Et on va filer du côté de la Côte d'Azur pour retrouver Ellie. Salut Ellie. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Eh ben écoute, je suis ravi d'être là et pour fêter le printemps, tu as vu, on a sorti le polo, manche courte, c'est parti. Super. Alors, il faudra juste que tu te décales un tout petit peu vers ta droite, Ellie, pour être parfaitement centré pour le plaisir des yeux de nos internautes et de nos téléspectateurs. Je vais aussi saluer l'homme du Béarn, en la personne de Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut Benjamin. Bonsoir Paris. Comme on disait à la télévision dans les années 70. Oui, bonsoir Paris, parce que tu es du côté de Pau. Exactement. Et donc tu es un autre représentant du sud de la France, on va dire. Et le Polo Watch te va très bien, Gilles, je tiens à te le dire. Et puis il est avec nous aussi, c'est un habitué d'Awick, c'est Jean-Christophe Vigne. Bonsoir Benjamin. Non, je n'ai pas oublié ton nom. Je dirais juste que je pense qu'il est plus facile de porter le polo dans le Béarn ou à Nice que sur le plateau ce soir, mais c'est un autre débat. Veux-tu dire qu'il fait froid? Pas du tout. Il fait pas très chaud. Il fait pas très chaud. Bon, on est ensemble les amis donc pour une petite heure. Je voudrais vous saluer vous aussi qui êtes avec nous, notamment sur Twitter avec le hashtag que vous connaissez, iWeek Télé, enfin iWeek TV, soyons précis. Salut à Joël, salut à Stoff, salut à Frédéric. Alors un salut très particulier pour Frédéric, qui est à l'hôpital et qui a besoin de tout notre soutien. Et Fred, on pense à toi. Voilà. Si cette émission peut t'apporter un petit peu de baume au cœur, un petit peu de chaleur, eh bien, on va te la dédier ce soir et j'espère que ça te fera du bien. Et puis, salut à vous tous qui êtes en train de vous connecter. On compte sur vous, sur vos messages, sur vos réactions, sur cette actu assez intense, hein, donc je le disais cette semaine, avec notamment cet événement, alors au contour quand même assez étonnant, puisque ça va se passer la semaine prochaine, ça va se passer mardi 27 mars, ça va se passer à Chicago. Et alors, je voudrais que vous m'expliquiez, les amis, de quoi s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit d'une keynote comme celle qu'on attendait pour ce mois de mars ou pas? Non. Oui et non. Ah bon, alors. Moi je vote non. J'aime bien les gens qui disent toujours oui, non, peut-être, un petit peu. Alors, oui, non, keynote. Bon, c'est un événement. Alors, d'abord, est-ce qu'il va être transmis? Est-ce qu'on le sait? Non, on ne sait pas du tout. Bon, c'est pour ça qu'on est en stand-by pour un iWeek spécial, mais on n'est pas encore complètement sûr que le flux sera disponible. Donc évidemment, ça conditionne pas mal de choses. Il y aura des gens qui vont la expliquer de toute façon. Ouais, il sera quelle heure à Chicago mardi prochain? On a dit 17h, je crois. Alors c'est 10h du matin local, et là je me tourne vers le régional des États-Unis, à savoir Jean-Christophe. Tu sais tout sur les fuseaux horaires, oui, notamment en ce moment, c'est un petit peu tordu. C'est un peu compliqué parce que les États-Unis sont passés à l'heure d'été la semaine dernière. Nous n'y sommes pas encore passés, on y passe, pour ceux qui nous regardent, pas dimanche dans 4 jours, mais la semaine suivante.
Et Chicago utilise ce qu'on appelle leur centrale, puisque c'est au centre des États-Unis, c'est pas à l'est ou à l'ouest comme New York et San Francisco respectivement. Donc, tout ça pour vous dire que, a priori, la semaine prochaine, on avait fait les calculs en antenne, c'est ça, ça donne 17h, heure de Paris, puisque l'événement est à 10h du matin. 10h du matin à Chicago. Bon, 17h, ça fait tôt par rapport à d'habitude pour nous. Justement. Ça va pas trop arranger ceux qui travaillent. Ben non. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'y crois pas. Parce qu'Apple le sait et veut que les gens puissent suivre nos keynotes en direct. Comment ça, tu n'y crois pas? Tu crois pas à quoi? À un vrai keynote. Ah. On en parlera dans l'actu, mais le fait qu'Apple ait lancé aujourd'hui des nouveaux produits qui sont en général réservés à la keynote de printemps ne me rend pas très optimiste. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Cette première analyse, on va dire, de méga spécialiste des fuseaux horaires mondiaux qu'est Jean-Christophe. Élie. Gilles. Gilles d'abord, pardon. Okay. Il est actuellement 10h à Chicago. Ah, bah alors j'ai tout mal compté. Je souscris à peu près parce que j'ai une bêtise. Non, il n'est pas 10h à Chicago, il n'y a pas 10 heures d'écart. Si, peut-être. 2 heures, pardon. Si, peut-être, tu as raison. Non, il y a 9 heures dans le pire des cas avec la côte ouest. C'est ça. Donc, en ce moment, il y a 8 heures. Normalement, il y a 8 heures de décalage. Et peut-être seulement 7, c'est ça que tu disais, Jean-Christophe? C'est ça que je crois, mais on va ce qui ferait 17 heures. Vérifier. 17 heures si. On va regarder tout de suite. Si c'est 10 heures hors local. Oui, mais comme ça change, comme le passage à l'heure d'été a lieu. C'est ça, il est 14... ce dimanche. C'est ça. Donc, là, il est 14h. Hein. Voilà, il est 14h, donc c'est 16h, pas 17h. Donc il y a 6 heures d'écart en ce moment. Oui, mais dimanche, ça change. Non. Puisque c'est la semaine suivante. Ah, c'est la semaine suivante. Ouais. Donc c'est à 16h. Oui, c'est à 16h. Ah, c'est encore pire que ce qu'on disait. C'est à 16h. C'est encore pire. Bon, alors. Oui, Gilles? C'est un événement extrêmement spécialisé qui a lieu à Chicago. Et pas n'importe. Pas pour une bonne raison, une raison précise, c'est que c'est localement un des points forts d'Apple dans l'éducation, au niveau de l'iPad en particulier. Localement, ça veut dire quoi localement? L'Illinois, si ma prononciation est correcte. L'Illinois. Tu veux dire que l'Illinois est un État important sur le marché de l'éducation pour Apple, c'est ça? Pour Apple, c'est ça. Et pourquoi? L'événement sera consacré à l'éducation avec éventuellement du changement dans la gamme iPad. On en reparlera, mais surtout c'est le scoop le lièvre qu'avait levé 9to5 Mac il y a quelques semaines, l'introduction en avant-première par rapport à la WWDC dont on va parler également, d'un nouveau framework, d'un nouveau SDK consacré à l'éducation qui permettrait aux développeurs de fabriquer des applications qui permettraient aux enseignants de construire des éléments de cours et des questionnaires qui seraient récupérés directement sur leur iPad ou sur leur Mac via iCloud. C'est un des points forts actuels de Google. On en a parlé à plusieurs reprises. C'est l'une des raisons pour laquelle l'iPad n'arrive pas à s'imposer totalement sur le marché de l'éducation et pour laquelle le Chromebook est leur taille des croupières. Donc ça serait une façon pour Apple de combler son retard au moins d'ici. Tu veux dire, Gilles, qu'il y aurait du service en plus de matériel, ce qui est quand même assez probable. On va y revenir dans un instant. Hein, c'est ça, Jean-Christophe? Je voulais juste rebondir sur ce que disait Gilles, je suis parfaitement d'accord. Il faut se souvenir qu'il y a déjà 2 ans que Apple offre l'option multi-utilisateur
pour des iPads configurés éducation. C'est toujours pas possible pour ton iPad ou le mien, mais Apple déjà traite depuis très longtemps en fait l'éducation comme un marché à part. On peut même dire qu'il les bichonne, notamment dans cette fonctionnalité qui permet de partager un iPad à plusieurs et d'avoir plusieurs comptes qui cohabitent. Ce que le grand public, même avec la sortie d'iOS 11, ne peut toujours pas faire. Ouais. Donc on peut imaginer que... Pardon. Je mets une pièce supplémentaire sur un nouveau Apple Pencil et éventuellement un progrès pour la gestion, un device qui ferait le lien entre la classe d'iPad et l'ordinateur de l'enseignant, et puis les nouveaux tableaux blancs interactifs, ou les nouveaux tableaux multitactiles qui sont déployés maintenant dans les classes à la place des tableaux noirs que nous les vieux nous avons connus pendant notre scolaire. T'as raison, nous les vieux. Samsung a sorti un produit qui s'appelle Flip au CES il y a 2 mois, qui est vraiment assez étonnant et qui est vraiment ça, qui est un tableau blanc tactile, interactif, vraiment très chouette. Tu parles d'un device, d'un appareil qui jouerait le rôle de passerelle entre les iPads et l'ordi, c'est ça? Oui, enfin, l'enseignant prend la main sur tel ou tel iPad, pour le donner en exemple au groupe classe. Mais ça, c'est du logiciel, Gilles. Ça existe. Sur l'écran. Ouais, c'est ce que je me demandais aussi. Oui, ça existe dans la partie éducation, on l'a vu. Il y a un logiciel pour les élèves qui est multi-utilisateur, etc. Et il y a un outil pour le prof qui permet de regarder un peu comme on peut le faire sur un Mac avec Remote Desktop. Ça permet de prendre le contrôle et de regarder ce qui se passe dans tous les iPads de la classe. Donc le prof peut savoir s'il y a quelqu'un qui est en train de jouer au poker pendant qu'il parle ou en train de regarder Facebook. Il peut d'ailleurs le bloquer. Il peut bloquer tous les iPads avec un écran gris, par exemple, en attendant qu'il ait fini son cours et leur donner la main. Et il peut prendre l'iPad de quelqu'un qui a, par exemple, trouvé une solution à un problème et l'afficher sur le vidéoprojecteur pour que toute la classe puisse voir la solution qui a été trouvée. D'accord. Alors, et si l'Apple Pencil évolue et prend une place plus importante en tant qu'interface utilisateur, donc éventuellement l'Apple TV ou une évolution, pourquoi pas, du Mac Mini, qui sert actuellement de passerelle, pourrait également évoluer de ce côté-là. Ouais. Dites-nous ce que vous attendez de cette... alors, j'ose pas dire keynote, de cet événement, en tout cas, clairement orienté vers le monde de l'éducation, mais qui bénéficiera peut-être aussi plus largement à pas mal de monde. En termes d'annonces produits, j'ai récupéré par des voies détournées un document qui laisse quand même présager que du matériel va arriver. Alors voilà c'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. C'est pas grave. Oui, non, je vais l'afficher. Voilà. En fait, c'est un document interne qui a été envoyé cette semaine. Alors, le document porte sur des modifications du programme Apple Care, en fait. Mais ça laisserait supposer que les produits concernés par l'Apple Care vont également changer, et vous le voyez dans le tableau, il est question de l'iPad, de l'iPad mini et de l'iPad Pro. Elie, est-ce que c'est un document que tu as vu passer ? Il faudrait que je vérifie avec le service technique, mais ils m'ont dit qu'il allait y avoir des changements, donc ils ont dû recevoir quelque chose, certainement. Ce que ça impliquerait, effectivement, c'est que si, d'après ce que j'ai lu là, s'il y a des nouveaux programmes Apple Care, ça voudrait dire des prix différents, parce que l'Apple Care, c'est une extension de la garantie. Donc, si les références changent, ça veut dire que les produits changent. Et ça veut dire que peut-être les prix changent aussi. Donc, tout ce qu'on a pu dire les semaines précédentes, disant c'est quasiment sûr que la gamme iPad va changer,
semblerait se confirmer, entre guillemets, bien que pour l'instant on n'en ait pas vu trace dans les différents sites de rumeurs que nous lisons tous. Hein. Donc, mais bon, ça serait une bonne nouvelle, je pense. Il y avait une rumeur du côté de l'Extrême-Orient et des fournisseurs de composants qui laissaient penser que l'iPad verrait son prix baisser dans l'entrée de gamme au moins. Il y a un truc que je voulais souligner aussi, c'est que mercredi 28, je ne vais pas dire de bêtises, correspond au coup d'envoi. C'est le premier jour de la saison des achats pour l'éducation, des achats groupés pour les établissements. Donc la date n'est pas non plus choisie par hasard. Et ça plaide pour l'introduction de nouveaux matériels. Alors juste, le débat n'est pas complètement clos hein, sur l'heure française de ce début d'événement. Alain Massé il a raison. Twitter nous dit le passage à l'heure d'été, c'est samedi 24 mars, donc dans 4 jours, c'est-à-dire entre maintenant et le 27. C'est pour ça qu'on avait compté 17h l'autre jour. Merci Alain de ta clairvoyance. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment 8 heures de décalage, mais il n'y en aura plus que 7 à partir de dimanche. Samedi, dimanche. Voilà. Donc ce sera bien 17h heure française. C'est ça. Donc si jamais on arrive à récupérer un flux, vous êtes sûr de retrouver cet événement avec nous mardi à partir de 16h45 heure française. Ce qu'on peut dire quand même, c'est quel que soit effectivement le format de l'événement n'est pas celui dont on a l'habitude, mais on est au courant parce que des journalistes américains bien entendu, mais des journalistes quand même, ont été invités à faire cette excursion, comme le dit le carton d'invitation. Donc Apple veut des retombées médiatiques de cette conférence, qu'elle soit une keynote d'un genre particulier ou juste une annonce faite au milieu d'enseignants. Apple n'a pas besoin des journalistes pour annoncer un nouveau logiciel aux enseignants. Donc ça plaiderait peut-être justement sur l'idée d'un nouvel hardware. Et effectivement, le document que t'as envoyé, ta gorge profonde, on parle bien du 27 aussi à 11h du matin, heure du Pacifique. Donc il n'y a pas de hasard. C'est bien, c'est exactement au même moment que la conférence, quelle que soit sa forme, aura lieu. Ouais. Voilà. Affaire à suivre, on n'a pas longtemps à attendre de toute façon. Absolument. Oui, une petite précision pour ceux qui seront au travail, c'est que on vous rappelle qu'il existe des versions de l'application Watch qui fonctionnent sur votre iPhone, sur votre iPad, etc. Et donc, si vous faites un break ou si vous allez vous enfermer momentanément aux toilettes pendant les annonces, eh bien, vous pourrez nous suivre en direct quand même. Exactement. Alors les amis, je vais tout vous dire. J'essaie désespérément, depuis qu'on a commencé, de me connecter au conducteur de l'émission. Mais je l'ai. Et pour une fois, alors j'ai des écrans de tous les côtés. Et je n'arrive pas à me connecter au conducteur. Faut que tu lances. Non, c'est normal. C'est normal. C'est un des bugs, un des choix insupportables d'Apple en la matière. Ouais. Sur un iPad, on ne peut pas aller sur iCloud.com. C'est ça. Il faut utiliser les applications prévues à cet effet. Mais pourquoi ? Et pas Safari. Pourquoi tant de C'est stupide. Je ne sais pas. Bon. Donc, comme moi j'ai un iPad avec Pages et, ben voilà. et le conducteur, je peux t'aider si tu veux. Voilà, c'est ça. Comme ça, nos amis savent en direct ce qu'on fait. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait après, Jean-Christophe ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Moi, parce que là, je suis complètement perdu. On parle des bracelets que tu as montré tout à l'heure. Mais oui, les bracelets. Et c'est ça qui plaidait, à mon sens, sur un keynote un peu à taille réduite, parce qu'effectivement, c'est bien la période de l'année où Apple a annoncé l'iPhone SE, de nouveaux iPads, quoi d'autre, le MacBook il y a quelques années, et des bracelets pour l'Apple Watch. Là, le fait que les bracelets aient été annoncés aujourd'hui très officiellement par communiqué de presse me fait penser que l'événement sera consacré strictement à l'éducation. Mais on peut peut-être dire un mot sur les bracelets. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Ils sont nuls. Non, ils sont magnifiques. Non, il n'y a rien de nouveau parce qu'il n'y a pas de nouveau modèle de bracelet. Ce ne sont que des nouvelles couleurs de bracelets existants. Donc, c'est ce qui est dit dans l'article. Donc, Apple se contente de rafraîchir les couleurs, mais il n'y a aucun nouveau modèle. Alors, je te trouve un peu... Tu as raison, mais je te trouve un peu sévère. Toutes les gammes de bracelets ont droit à leur nouveau
à leur nouveau look de printemps. Ça, y compris les Nike, les Hermès. Donc effectivement, il n'y a pas de nouvelle forme, mais je trouve sympa que toutes les gammes soient concernées. En tout cas, voilà, vous retrouvez cet article sur le site de MacG, enfin plutôt la section dédiée à l'Apple Watch. Et tous les modèles sur l'application et le site Apple Store. Voilà, absolument. Oui, Ellie ? Oui. Moi, je disais que c'est bien qu'on ait des petits nouveaux modèles comme ça. Ça va peut-être dynamiser un peu les ventes Apple Watch, parce que c'est un des sujets dont on doit parler ou qu'on a évoqué. Est-ce que l'Apple Watch se vend en ce moment? Moins qu'au lancement. Donc c'est pas mal que c'est peut-être à cause des nouveaux bracelets, les gens viennent à nouveau s'intéresser à l'Apple Watch. On a été un peu déçus que personne n'ait annoncé réellement qu'ils vont supporter la partie cellulaire à part Orange, c'est-à-dire que on sent que Bouygues regarde et sait faire pas sûr, et Free n'a pas dit un mot. Donc comme les 6 mois se sont passés, on est un tout petit peu déçus que personne ne dise rien. Donc voilà. Je dois dire, je sais pas pour toi, Benjamin, moi je m'en suis servi 2 fois de la partie cellulaire en 4 mois. Ouais, pareil. En fait, c'est des investissements techniques lourds pour les opérateurs. Et je suis pas du tout persuadé que les utilisateurs soient prêts à... Il faut pas oublier que la watch cellulaire est plus chère, par définition. Et donc, le croisement entre l'utilisateur qui veut à tout craint une watch cellulaire, qui est prêt à payer 5 € supplémentaires par mois hors promotion, et qui justement justifierait les investissements techniques nécessaires. Quand on voit la volatilité du marché en France, il faut voir que encore la semaine dernière, tous les opérateurs ont fait des offres à moins de 2 € par mois ou moins de 3 €, je crois, si on prend en moyenne, pour des forfaits tout à fait, avec plein de gigas et plein d'heures de communication. Je suis pas persuadé qu'aujourd'hui, ça soit dans l'intérêt des opérateurs de proposer ce service. L'utilisateur est perdant, mais encore une fois, moi j'ai basculé chez Orange pour ça, et je me suis servi du forfait cellulaire 3 fois en 4 mois. Bon, on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. C'est vrai que ça prend plus de temps que ce qu'on imaginait quand c'est arrivé à l'automne dernier. Ça fait quand même déjà 6 mois. Ça dépend de ce que Apple négocie et demande aux opérateurs de reversement sur les abonnements supplémentaires, le prix, le revenu supplémentaire généré par le service. Tout dépend de ce que Apple réclame aux opérateurs pour leur fournir ce service. Bon, on s'en doute un peu en même temps, hein. Mais il y a sans doute des coûts aussi, effectivement, je pense, de développement et de modifications sur le réseau qui sont peut-être pas à la hauteur de ce que ça peut rapporter. Hein. Et puis ne serait-ce que l'activation de la fonction cellulaire, c'est sur un site spécifique Orange, ce sont des équipes techniques formées spécifiquement chez Orange pour ça. Moi j'ai eu un problème il se trouve que j'ai réinitialisé ma montre et elle ne voulait plus se connecter en cellulaire. Il y a 3 personnes de chez Orange qui m'ont aidé à 3 niveaux différents. Enfin, tout ça, ça a un coût. Donc, à 5 € par mois TTC par utilisateur, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une demande extrêmement importante pour justifier ces coûts supplémentaires. Ouais. On va juste quand même par rapport à l'événement de mardi, sur quoi vous miseriez du côté des nouveaux produits, des évolutions de la gamme iPad notamment. Joël nous demande si on peut attendre un iPad Pro X borderless par exemple. Oui, c'est ce qu'on a vu à peu près dans toutes les rumeurs. La gamme Pro s'enrichirait donc de modèles borderless, mais avec écran LCD, parce qu'évidemment OLED de la taille d'un iPad Pro, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc des écrans LCD, mais avec le petit notch qu'il y a dans l'iPhone 10. Et on a parlé aussi d'un modèle d'iPad d'entrée de gamme. Alors, le seul bémol, c'est que j'aimerais pas qu'il soit réservé exclusivement à l'éducation.
mais qui serait donc vraiment moins cher qu'aujourd'hui. On a parlé de prix à $300, ce qui le mettrait un peu dans la gamme de prix des tablettes concurrentes. Et je pense qu'Apple, on a un peu assez de se faire piquer le marché d'entrée de gamme par les autres, et ils ont peut-être décidé de faire un effort là-dessus. Mais j'espère qu'ils ne le réservent pas qu'au marché de l'éduc, parce que ça créerait évidemment beaucoup de frustration. Ouais. Frédéric Cavaillé ou Cavaille, hein, j'ai un doute, Fred, dis-nous s'il faut le prononcer avec un E, nous demande si on pourrait voir arriver un iPad Pro à écran OLED. Non. Trop cher, hein. Trop cher, trop fragile. En tout cas pas mardi prochain, pas pour le marché de l'éducation. Moi je mettrais plus d'argent enfin on a vu l'invitation tout à l'heure, la pomme est très belle, elle est manifestement tracée avec un crayon ou un pencil, et vous savez qu'une des forces de l'iPad Pro, c'est qu'on peut aussi y ajouter un clavier smart cover. Et Apple, tu parlais Eli, de l'entrée de gamme. On n'est pas vraiment sur une concurrence avec une tablette d'entrée de gamme, puisque il y a guère que Samsung aujourd'hui qui fait encore des tablettes, et Microsoft dans une certaine mesure. La vraie concurrence pour l'éducation, c'est le Chromebook. Le Chromebook, c'est un ordinateur à $200-300 qui a un clavier et qui n'a pas de stylet, donc qui n'est pas pratique pour dessiner. Si Apple arrivait à nous faire un peu comme le fameux iPad qui ne s'appelle qu'iPad et qui était en fait un iPad Air un peu modifié, si Apple arrivait à faire un iPad éducation qui serait compatible avec le crayon et le clavier, je rêve, hein, je pense qu'Apple est pas capable de sortir ça, mais c'est ça en fait qui ferait une vraie différence sur le marché de l'éducation, à mon sens. Le clavier est beaucoup utilisé pour les fameux tests d'évaluation qui font toute la fortune de Google. On parle également d'un iPad Pro avec une reconnaissance Face ID. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement. Et Gilles, je voudrais quand même saluer ton premier papier sur le site de Watch. Il concerne justement cet événement de mardi prochain, et il concerne ce qui pourrait se passer du côté des portables Mac. Alors toi qui es très bien renseigné, qu'est-ce que tu vois se passer? Il y aura un nouveau MacBook, un nouveau MacBook Air, le remplacement de l'un par l'autre. Qu'est-ce qui peut se passer? Les rumeurs évoquaient ce genre de remaniement dans la gamme plus tard dans le mois, plutôt dans le trimestre pour la WWDC. Alors, une annonce me paraît très prématurée dans le mesure où saturer le marché pour le stock qui reste. Et puis n'oublie pas qu'Apple n'aime pas mélanger les gammes. Hein. Quand c'est un événement iPhone, c'est iPhone. Quand c'est un événement iPad, c'est iPad. Le MacBook Air va arriver, c'est sûr, hein, mais peut-être pas mardi. Stuff Mac nous dit: on espère un MacBook Air qui nous fera le même effet que le premier du nom qui nous avait procuré tellement d'émotions il y a tant d'années. Et puis le même Stuff nous dit: ce serait bien aussi de voir un Mac Mini. Non. Sauf pour faire plaisir à Guillaume, non. Je sers beaucoup dans l'éducation, justement pour faire le relais, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, entre la classe mobile d'iPad et les nouvelles surfaces de partage qui sont les tableaux blancs interactifs et les écrans tactiles. Je vous montre une dernière image, les amis. En fait, je vous dis ça, mais comme j'ai changé pour revenir sur l'image de l'invite, je crois que je suis pris à mon propre piège. Oui, mais c'est pas grave, c'est quand même dans le sujet. On fait écouter la semaine dernière Bruno Le Maire sur RTL qui avait donc promis de traîner Apple et Google devant le tribunal de commerce pour faire respecter, on va dire, les droits des développeurs et des startups. Aujourd'hui, c'est au niveau de l'Union européenne que ça a avancé, puisqu'on parle maintenant d'une taxe de 3% du chiffre d'affaires, qui concernerait d'ailleurs pas que les GAFA, mais toutes les entreprises qui génèrent plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, si j'ai bien compris. Sur la population européenne.
on parle de 5 milliards d'euros on va dire, de rentrée pour l'Europe. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les GAFA? Alors, direct, ça veut dire que les prix vont augmenter et que donc l'État va récupérer de l'argent sous forme d'impôts, mais le consommateur va payer 3% au moins, si ce n'est plus, de sa poche. Parce que ces entreprises qui ne sont pas des philanthropes, si les États les obligent à payer, ils vont dire c'est super, on va augmenter nos prix. D'accord. Je ne suis pas sûr, ils se plaignent Apple en particulier du frein que peut être le taux de change et le dollar haut ces derniers 2 ans. Donc je les vois mal augmenter encore artificiellement le prix de façon punitive. C'est pas artificiel. Je vois plutôt tirer le mouchoir et y aller de leur larmichette pour jouer les victimes. Je trouve que c'est très bien de la mesure où ces GAFA ont de fait une position de monopole sur tout un tas de secteurs sur lesquels ils sont présents. Et le fait de les faire participer par l'impôt aux infrastructures qu'ils utilisent ou que les développeurs utilisent ou que les gens qui travaillent pour eux utilisent également, pour moi c'est une bonne chose dans la mesure où l'impôt, l'assiette de l'impôt ne peut pas uniquement reposer sur les revenus des classes moyennes qui représentent la majorité de leur clientèle, de leur marchandises. Et c'est mon avis. En tout cas, Apple a répondu. Oui, toujours. Et c'est bien, j'ai bien aimé cette réponse. Je vais te laisser après la parole, Jean-Christophe, parce qu'Apple, je pense qu'il commence à être un tout petit peu agacé par l'Europe. Bon, vous savez qu'ils ont été condamnés à payer, je ne sais plus, 11 milliards, je crois, à l'Irlande, qui vont accepter de payer, donc ça leur coûte déjà 11 milliards. Et puis là, on les a un peu accusés un peu vite d'obliger les développeurs, on en a parlé la semaine dernière, à utiliser des parties de code obligatoires, etc., etc. Donc, et qu'ils allaient leur mettre une amende de 2 ou 3 millions d'euros, etc. Et Apple a dit, grosso modo, attendez, mais de quoi vous vous plaignez? On a déjà payé 1 milliard d'euros aux développeurs français. Donc, on a injecter 1 milliard d'euros dans l'économie française. Et d'ailleurs, si vous insistez et si vous voulez, on va s'expliquer devant un tribunal et on va vous expliquer ce qu'on fait pour l'économie française. Et ils disent, mais en attendant, on continuera quand même à payer les pauvres développeurs qui, eux, sont des victimes de la politique du gouvernement, etc., mais qu'on aime bien quand même. Venant d'Apple, c'est un peu chaud. Hein, ils ne nous ont pas habitués à ça. Hein. Absolument. J'aime bien la pomme tricolore. C'est un symbole intéressant. En fait, cette histoire de... Jean-Christophe. Cette histoire de 3%, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est pas du tout une histoire de Robin des Bois, les gouvernements qui enfin feraient cracher les affreux GAFA. Je vais faire un peu le régional de l'étape, mais si on se positionne un mois en arrière, vous savez que l'administration Trump a voté de profonds changements fiscaux aux États-Unis, et notamment, alors pas une amnistie, mais un taux global extrêmement bas pour permettre aux entreprises, Apple au premier chef, de rapatrier leurs capitaux aux États-Unis. Ce qu'Apple s'est engagé à faire, puisqu'il le réclamait depuis des années, et évidemment, un bonheur n'arrivant jamais seul, Apple a indiqué qu'ils allaient injecter 5 milliards dans l'économie américaine. Tout ça, c'est très bien, sauf que cet argent quitte notamment l'Irlande, Elie en parlait, mais aussi pour d'autres entreprises, le Luxembourg, enfin plein d'endroits européens. C'est l'Europe qui lève ses taxes, même si le ministre Le Maire et la France sont en pointe sur le sujet, c'est une taxe européenne, et c'est moins pour taxer les affreux GAFA que de récupérer un peu d'argent, alors que le mois dernier, ils viennent de perdre des milliards dans leur coffre. J'ajoute un dernier point, on va pas philosopher sur le sujet pendant des heures, mais la notion de Startup Nation est beaucoup utilisée pour la France, et on compare de temps en temps la France et Israël.
qui est un très petit pays en termes de taille et en termes de densité de population. Mais on compare Paris et Tel Aviv. Voilà, on sait que Apple notamment a un énorme centre de recherche et développement à Tel Aviv, a acheté des entreprises sur place, et on aime bien se comparer Israël est une vraie start-up nation, sauf que Israël a renoncé à taxer les entreprises étrangères. On parle de quelques pourcents, c'est 1 ou 2% de taxes, pas plus. Et donc, on peut faire un parallèle. L'Europe et la France, qui se rêvent en Startup Nation, décident de taxer davantage, alors que son modèle sur le sujet a, dès le début, décidé de taxer beaucoup moins, et ce qui a permis d'attirer des entreprises sur son sol. Ouais. Bon les amis, je dis pas à quel point on est en retard, mais on est hyper à la bourre par rapport à notre programme, je dis. Dans l'absolu, c'est très intéressant, mais je sais pas comment on va faire tout rentrer, sachant que, vous savez, maintenant, on a des rendez-vous avec chacun de ceux qui participent à l'émission. Et on va commencer tout de suite avec toi, Jean-Christophe, Bah oui, eh bien, avec ton rendez-vous qui s'appelle Vue d'ailleurs et qui concerne l'actualité internationale de cet écosystème Apple. À tout de suite. Alors, Vue d'ailleurs, Jean-Christophe, et aujourd'hui, on va regarder du côté de Siri. On va regarder du côté de Siri parce que vous avez peut-être vu passer des choses la semaine dernière, j'en ai parlé brièvement. Il y a une bombe qui a été lâchée à San Francisco, donc ma ville d'adoption. Un site internet, un journal en fait payant qui s'appelle The Information, qui regroupe des journalistes d'investigation. Tu as, je crois, a publié un article. Alors vous voyez j'ai fait une copie d'écran de l'article, mais je l'ai pas déroulé. L'article fait 13 pages pour vous donner une idée de la richesse de l'investigation. The Information a interviewé des dizaines de sources, certaines on the record, des gens qui se sont exprimés, qui évidemment ne travaillent plus chez Apple et ne sont plus liés par les accords de confidentialité, pour expliquer de l'intérieur ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé. On sait que lors de la sortie de du HomePod, Siri a été très critiqué, et en fait l'article de The Information met les choses en perspective. On peut se replonger lors de la sortie de Siri, qui est, on s'en souvient, qui est sortie avec l'iPhone 4S la veille du décès de Steve Jobs. C'est important pour la suite. Et à l'époque, tout avait l'air, tout était prometteur. Apple faisait même de l'humour pour présenter ce nouveau produit. Et j'ai retrouvé la publicité qu'Apple a utilisée pour présenter l'iPhone, bien sûr, mais surtout Siri. On la regarde ? On la regarde. Allez, on la regarde. Cancel golf today. It's off your calendar. Good, because it's date night. Find me a store that sells organic mushrooms from Arizona. This organic market looks pretty close to you. How many ounces in a cup? This might answer your question. No, I knew that. And remind me in an hour to put the gazpacho on ice. Here's your reminder. Shall I create it? Yeah, unless you like hot gazpacho. Siri, Sam, you can take the night off. if you say so. Alors pour ceux qui parlent pas forcément couramment américain, on a Samuel L. Jackson qui prépare un dîner romantique et qui utilise Siri dans sa cuisine pour lui rappeler les proportions pour faire un gazpacho. Il met en route un chronomètre pour que le gazpacho soit sorti du réfrigérateur. Il veut acheter les ingrédients et donc demande à Siri où trouver les ingrédients près de chez lui. Enfin bref, il utilise son iPhone comme un vrai assistant. Sans trucage, on va dire. Sans trucage, et l'iPhone lui répond. Et HomeKit n'existait pas encore, sinon il lui aurait demandé d'éteindre les lumières au moment d'allumer les chandelles. Donc, je présente cette pub pour une raison bien précise, c'est que Apple, dès le départ, insistait sur la richesse de Siri et sur l'humour n'est pas neutre. On est vraiment dans une connivence, c'est-à-dire dans la poche, on a un assistant et on peut lui demander tout ce qu'on veut et c'est beaucoup plus simple parce que Siri vous entend et vous répond. Et c'est vraiment la pub en fait porte en germe tous les problèmes de Siri. Parce qu'Apple a placé la barre extrêmement haut.
en se basant sur ce que on sait que Siri a été racheté en fait. C'était une application au départ et qui mettait en avant justement ce type d'utilisation. Sauf que elle était vendue uniquement aux États-Unis, il fallait l'acheter. Donc la base installée d'utilisateurs de l'application rachetée était évidemment relativement faible. Comme Siri était la nouveauté de l'iPhone 4S, puisqu'il ressemblait sinon à l'iPhone 4, tous les gens qui ont acheté un iPhone 4S voulaient profiter de Siri. Donc des millions d'utilisateurs du jour au lendemain. Et Siri, qui avait été racheté en fait peu de temps avant la sortie de l'iPhone 4S, n'était pas dimensionné, l'infrastructure n'était pas prête à accueillir ces millions d'utilisateurs. Et ce que nous explique en fait cet article, c'est que pendant toutes les années qui ont suivi, Apple n'a pas su choisir entre faire table rase et doter Siri d'une infrastructure de taille à accepter les millions d'acheteurs d'iPhone, et on sait qu'il y en a eu plusieurs dizaines de millions au cours des années. Apple aussi a recruté un ancien d'Amazon pour créer un moteur de recherche qui sert à Siri. Vous savez que quand on cherche quelque chose dans la barre sur la gauche de l'iPhone, on nous met en avant les suggestions de Siri. De là vient la confusion. Apple n'a jamais tranché entre Siri moteur de recherche, Siri assistant. Et on en est là aujourd'hui avec un HomePod qui est un mauvais assistant, un iPhone qui est un assistant correct mais qui en fait à peine plus que dans la pub avec Samuel L. Jackson. On peut espérer que cet article qui vraiment, moi je me suis rapproché de mes contacts à San Francisco et de mes amis développeurs, l'article a fait l'effet d'une bombe. C'est la première fois que d'anciens ingénieurs d'Apple parlent aussi durement d'une technologie Apple et parlent à découvert. Il y a eu, tu peux le montrer peut-être, il y a eu un échange au vitriol sur Twitter entre un chef de projet qui justement a expliqué que l'infrastructure n'était pas prête, et donc là on a Monsieur Kitos qui est en fait le développeur en chef de Siri qui a été racheté. Il dit c'est totalement faux, Siri était prêt, c'est vous qui n'avez pas donné l'infrastructure nécessaire. On peut espérer que de cette guerre et de ce linge sale lavé très publiquement, Apple prennent enfin la mesure du problème et peut-être pour la WDC nous propose des bases d'un Siri plus efficace. Bon, effectivement, c'est un moment un peu compliqué, on va dire, pour Apple qui fait face à une très très forte concurrence, n'est-ce pas les garçons de Google et d'Amazon. C'est ce qu'on a vu au CES, rappelle-toi, 75 à 80% de la domotique du CES était Alexa ou Google et pas Siri, pas HomeKit. Et ça a été une grande surprise pour moi en tout cas. Ouais. T'as bien fait de venir. Oui. Sachant qu'Alexa arrive en France, c'est maintenant officiel. Dans un mois, Il y a clairement un problème de management. Ouais. Bon, sachez aussi qu'on vous prépare une spéciale HomeKit. On avait fait une émission sur HomeKit au tout début, il y a 1 an et demi, je pense. Il y a plein de choses à dire aujourd'hui. D'ailleurs, on va un petit peu parler d'HomeKit tout à l'heure avec le test de la semaine, puisque ce sera le Roomba, l'aspirateur robot d'iRobot, le tout nouveau modèle que tu as essayé, Jean-Christophe. Tout à fait. On va passer à la deuxième chronique de cette semaine et on va faire un petit tour dans la caverne d'Eli Baba, ici présent, avec des disques durs externes qui valent bien vos disques internes. À tout de suite. Alors, est-ce que T5 comme 5e génération, Eli ? Eh bien, c'est un nom marketing en tout cas, mais on en a sauté une puisque le modèle précédent chez Samsung s'appelait le T3. Donc, il n'y a pas eu de T4, donc on est passé du T3 au T5. Alors, ou alors, ils aiment bien les chiffres impairs. Voilà, on parle de ça.
Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous montre en vrai. Ah. Le voilà. Le voici, le voilà. Et donc, c'est un disque dur SSD externe de Samsung, comme quoi de temps en temps on peut parler de Samsung sans immédiatement lancer des invectives, puisque je vous rappelle que Samsung équipe les MacBook Pro, les SSD des MacBook Pro. Alors quel est l'intérêt de ce petit produit? Eh ben, c'est un disque externe, comme tu as dit tout à l'heure fort justement, qui a les performances du disque interne, c'est-à-dire qu'ils utilisent la toute dernière génération de VNAND, donc c'est de la mémoire Samsung, ce qui fait que les performances, surtout connectées en USB-C, puisque l'interface primaire du disque, c'est le petit connecteur USB-C qui est là, même s'il livre un deuxième câble pour ceux qui ont de l'USB traditionnel, eh ben, on a des performances assez époustouflantes puisqu'on arrive à 540 mégaoctets en écriture, ce qui est énorme. Moi, je l'utilise depuis sa sortie, hein, j'ai eu du mal à l'avoir au début, et en fait, je peux mettre une partie de mes applications intensives, comme par exemple le Parallels avec une mémoire virtuelle, avec une version de Windows dans le disque, et il fonctionne aussi vite que mon disque interne. Ouais. Donc c'est vraiment extraordinaire. Il est d'une rapidité confondante. Il est très beau, il pèse 50 grammes, donc on peut le mettre dans la poche. Il est résistant aux chocs et aux chutes. Il n'est pas étanche dans cette version-là, c'est la seule chose qu'on lui reproche. Et ils ont même pensé, le petit câble USB-C, ils ont même pensé à la petite languette qui permet en fait de l'enrouler facilement quand vous le mettez dans votre poche, et ça, bon, c'est bien. Au niveau des tailles et des prix, c'est ça qui me fait peur. 256 Go qui est à 149 €, et ça va jusqu'à 1 Tera. Donc les prix sont sur le site. Combien? Je t'avais mis une page, mais je peux te les donner si tu veux. C'est combien un Tera soyons fous. Alors attends, il faut que je te retrouve. Hop, il est là. Moins que chez Apple, je te rassure. C'est moins cher que chez Apple. Voilà les oui. prix. Donc le 256 Go est à 149 €. Le 500 Go, on avait. Je te cherche le lien. On les mettra. Ils seront. Le 500 Go, 249 €. Le 1 Tera, 429 €, mais on parle de 1 Tera SSD ultra rapide. Hein. Oui, Et le 2 Tera pour vraiment les gros consommateurs, mais professionnels cette fois-ci, parce que à 849 € le 2 Tera, c'est bien, mais c'est super rapide. Et Est-ce qu'ils sont tous aussi rapides les uns que les autres? Est-ce que c'est la même technologie, quel que soit le... Oui. Oui. Et parce que quand tu dis pour les pros, MacG a fait un test assez exhaustif, et ils disent que eux n'ont pas obtenu les specs annoncés par Samsung, mais ils étaient proches. Hein. Donc eux le conseillent sans aucune réserve comme étant un disque portable externe. Un peu cher, mais aux performances extrêmes. Donc pour l'instant, je n'ai pas trouvé plus rapide. Non, j'en profitais pour dire que vous retrouverez toutes ces informations sur le site. On inaugure, alors ça prend encore un peu de temps parce qu'il faut les écrire, mais on inaugure sur Watch une partie test qui reprend en beaucoup plus détaillé les tests qu'on met brièvement à l'antenne et notamment les informations de prix et d'achat, et vous pouvez, si ça vous intéresse, les acheter directement en cliquant sur les liens sur le site. Voilà. Petites améliorations qui arrivent sur Watch. Merci beaucoup, Ellie. Moi, c'est des disques que je regarde depuis très longtemps avec envie. Je les ai jamais utilisés, mais tu m'as vraiment donné envie là. En tout cas, la vélocité, ça a l'air vraiment top. Je te donnerai un contact qui se fera un plaisir de t'en envoyer. Ah, très bien. Je prends avec grand plaisir. Bon, on va enchaîner parce qu'on a dans quelques instants on va retrouver Gilles pour Connecting the Dots. Mais tout de suite, justement, on vous l'a promis, c'est le test de la semaine avec Jean-Christophe. Et alors, dans iWeek, c'est fou, on va tester pour vous un aspirateur. Jean-Christophe, qu'est-ce qui t'a pris? Alors oui, ça paraît un peu curieux comme ça. Vous avez beaucoup fait rire mon épouse en tweetant que j'allais passer l'aspirateur. Bref, pourquoi je parle du Roomba 980? D'abord parce que
faut savoir que Roomba existe depuis 1990. Donc on a tous, nous technophiles, geeks, assumés, je pense qu'on est nombreux à avoir à un moment ou à un autre rêvé d'un robot chez soi qui travaille à notre place. Alors, on le regarde, on regarde un peu ce que c'est quand même. Oui. Allez, comme ça on aura une idée très précise de la bête, comme on dit. Voilà, comme sur le papier, voilà, sur le papier, il est très beau. Qu'est-ce qu'il vaut en réalité? Alors, on a mis la vidéo parce qu'il est un peu gros pour l'emporter sur le sur le plateau, pour être tout à fait honnête. On en parle notamment à cause de l'application iPhone. Celui que nous avons testé, c'est le 980, donc le navire amiral en fait de la gamme le plus cher. Et il est plus cher pour deux raisons. D'abord parce qu'il est Wi-Fi et télécommandable par l'app, et d'autre part, ça a été dit dans la vidéo, il a un œil. Alors il a un œil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait où il va, là où les anciens modèles, en fait, se cognaient dans les murs et rebroussaient chemin, et en fait, là, il enregistre votre appartement, et il sait exactement de ne pas aller là parce que il se prend un mur. Donc il est beaucoup plus efficace. Il cartographie les pièces. Et donc le temps qu'il passe à tourner est bien un temps passé à aspirer ou à brosser, puisque c'est des petites brosses qui enlèvent les poussières dans les tapis, dans les moquettes. Il est très efficace à la fois sur le parquet et sur des moquettes. Et effectivement, on peut le laisser travailler tout seul si on a un appartement. Pour une maison, évidemment, enfin, c'est pas, je dis évidemment, mais il ne grimpe pas l'escalier tout seul. Et surtout, je suis très déçu. Et surtout, il faut pas qu'il le descende. C'est ça. Et donc Roomba a eu l'idée, en fait, de fournir dans la boîte deux petits plots qui agissent comme autant de frontières pour le Roomba. Donc il sait que soit vous pouvez lui dire quand le plot est là, n'y va pas, pour protéger par exemple une chambre où vous ne voulez pas qu'il s'aventure, ou vous pouvez lui dire va surtout à cet endroit-là, par exemple pour la cuisine ou la salle à manger. Et il fonctionne, je dois dire, très bien. C'est vraiment un bonheur de dire tiens, si on passait l'aspirateur et juste d'appuyer sur un bouton, et surtout on a eu une discussion sur Twitter avec un de nos spectateurs qui effectivement aime HomeKit autant que moi. Alors il faut savoir que le Roomba lui-même n'est pas compatible HomeKit, pas encore. Pas nativement. Voilà. Et j'ai demandé à iRobot ce qu'ils en pensaient. On m'a dit évidemment no comment. On ne commande pas sur les futures possibles fonctions. En revanche, comme c'est un appareil qui fonctionne en Wi-Fi et qui a l'app envoie des instructions à l'aspirateur, des petits malins ont créé un plugin pour Homebridge. Homebridge, c'est un serveur qui tourne sur un Mac ou sur un Raspberry Pi et qui, avec le bon plugin, se fait comprendre de Siri. Et donc, je peux pas vous le montrer parce qu'il est un peu loin, mais avec mon iPhone, je peux dire dis Siri, fais le ménage, et le Tu as activé mon Siri. J'ai activé ton Siri.
Dommage, on aurait pu faire le ménage ici, mais... D-Siri fait le ménage et le Roomba se promène et aspire, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Bon. Donc ça marche très bien. Bon, et ça vaut combien cette chose ronde? C'est un peu son seul défaut. Ouais. C'est comme il est très intelligent et très performant et que la technologie, il est sorti il y a moins d'1 an, donc il faut que la technologie évolue. Il coûte 999 €. Oui. Ouais. Voilà. Bon. C'est un peu cher. Bon, mais si on n'aime vraiment pas passer l'aspirateur, hein, sur 10 ans, ça doit pouvoir s'amortir. Ça s'amortit très bien. Et surtout, c'est tellement agréable de passer l'aspirateur avec une app ou avec Siri. Je pense que les fans d'iWeek seront aussi tentés que je l'ai été. Bon, bah voilà, donc c'est quel modèle, rappelle-nous? Le 980, et je lui donnerai une note de 4 sur 5 pour la prouesse technologique et pour le temps qu'on gagne à ne pas passer l'aspirateur soi-même. Voilà, avec un petit rapport qualité-prix à améliorer peut-être. Voilà. Ellie, très vite, parce que sinon Gilles n'aura pas le temps de faire sa chronique. En 10 secondes, il y a une petite utilisation que j'ai vue sur YouTube du Roomba, c'est qu'on peut mettre un bébé dessus et ça le promène dans la pièce et ça l'aide à dormir. Ouais, ça marche bien avec les chats aussi. Alors, non, mon chat le déteste. Ils se battent, c'est très drôle. Bon allez, vous savez quoi, il faut absolument qu'on garde les 3 minutes qui nous restent pour Gilles. Et encore Gilles, je suis peut-être un petit peu optimiste. On passe tout de suite au dernier rendez-vous de cette émission, c'est Connecting the Dots avec Gilles Dounès. Et Gilles, tu vas relier les points pour nous en remontant l'histoire de l'iPod. Raconte-nous. Oui, vous auriez dû voir cette premier mois d'octobre. J'ai été frappé par la pub pour l'Apple Watch série 3 dont on a parlé tout à l'heure. On va regarder pour commencer le premier clip de la première pub de l'iPod de première génération. Si tu veux faire avancer. Absolument, elle est partie. C'est Jeff Goldblum, elle est très connue cette pub où on a l'accent qui est mis sur la rapidité de chargement et la quantité de musique emportée. On a une ambiance cool, il se fabrique une bulle à l'intérieur de laquelle il va pouvoir évoluer, et ce qu'on va appeler plus tard la bande son de votre vie, mais qui va également le distinguer des autres. On va le voir ensuite avec les fameux écouteurs blancs sur les sillettes noires qui vont arriver rapidement en 2004 avec l'iTunes Music Store. Donc là, il est dans son monde, c'est bon. Il est parti, il est prêt à sortir. Ouais. Oh, il y a 2 Ellie. Oui. Voilà. Et là, il sort et on va directement enchaîner avec la pub de 2004. Il est sorti de l'appartement. On est 3 ans plus tard. Et on est dans la jungle urbaine. Il est avec ses fameux écouteurs. Et là, voilà, les silhouettes noires que l'on connaît bien. Ah oui, ça nous a marqué ça. Hein. Ah oui. Ouais. Donc, voilà. Et on dirait que c'est ce même personnage qui sort de l'immeuble 3 ans plus tard, alors que c'est son petit frère. L'accent est toujours sur le cool et ça irradie sur l'environnement. Et là, on va lancer la pub de 2017. Allez, il reste 45 secondes, Gilles. Bon. Ce sont les mêmes thématiques. On le voit, mais on le distingue. Là, c'est les écouteurs blancs qui le font sortir de la foule, et on voit l'interaction qu'il peut avoir sur l'environnement. Le monde, la ville n'est pas la même. Allez, 20 secondes, Gilles, et après, on se dit au revoir pour pas être coupé avant la fin. Donc, ça m'a rappelé le premier papier que j'avais fait pour Mac+, où, à l'inverse, c'était les jeunes qui avaient la plus mauvaise image d'Apple, et les vieux, plus de 60 ans, qui avaient la meilleure opinion d'Apple. Là, une étude est sortie. On n'aura pas le temps.
On n'aura pas le temps, Gilles, mais je te remercie beaucoup. Je suis obligé de t'interrompre, sinon c'est nous qui allons être coupés. Merci beaucoup. Salut les amis, Élie, Gilles, à très très vite. À bientôt. Merci aussi à toi Jean-Christophe d'avoir été au rendez-vous. Merci à vous, à très bientôt. Et on se retrouve mercredi prochain 20h, peut-être dès mardi 17h pour le special event éducation. Salut à tous.